Et si on reparlait un petit peu football, Real Madrid, et j'ai le plaisir d'accueillir Elias, notre bon Elias aujourd'hui pour avoir un peu son ressenti sur la saison en cours du Real Madrid. Avant toute chose, Elias, comment ça va et que deviens-tu? Et est-ce qu'on peut encore t'écouter un petit peu à droite, à gauche? J'anticipe déjà les questions de tous nos amis. Salut Tom. Bon écoute, ça va bien. Si vous voulez m'écouter, alors il faut se brancher sur les ondes de la radio-télévision suisse, qui est le service public en Suisse. Je travaille comme journaliste pour la RTS et vous pouvez m'entendre là parler des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Et sinon, encore quelques fois, je fais des podcasts pour la plateforme Coparena qui s'appelle SoFoot Coparena maintenant. On a fait un dernier podcast sur les premiers matchs de Griezmann, par exemple. Alors là, je suis encore un petit peu actif dans le monde du sport. Elias, entrons tout de suite un peu dans le vif du sujet parce que je pense que l'actu est quand même chargé. Est-ce que tu t'attendais, honnêtement, alors peut-être pas à ce début de saison non plus, mais au moins un début de saison, allez, un petit peu délicat pour le Real, une mise en route, un peu assez habituelle finalement, compliquée, lente? Ben, pas à ce point, pas à ce point pour être honnête. Mais oui, dans le sens où on le sait, le Real Madrid la saison passée, s'il a autant gagné de choses, c'est parce que l'équipe elle était immensément soudée. Les joueurs ont fait face à beaucoup de difficultés et on le sait, quand c'est une équipe qui est dos au mur, c'est une équipe qui arrive à sublimer. Souvenez-vous par exemple la saison 2020-2021, c'est la dernière de Zidane, une saison avec une cascade de blessures complètement folle. Et l'équipe, malgré ses lacunes, elle avait réussi à faire des choses assez notables cette saison. Ça s'était pas transformé en titre, mais elle avait été compétitive jusqu'au bout. Et ce Real-là, quand il est dos au mur, quand il fait face à la difficulté, il arrive à sublimer. Sauf que la saison d'après, souvent, c'est un peu moins bon. Ça a été le cas lors de la saison 2014-2015, après avoir remporté la décima. Ça a été le cas lors de la saison 2022-2023, après avoir remporté la Ligue des Champions pour le retour de Carlo Ancelotti. Donc cette saison, je m'attendais à ce que peut-être il n'y ait pas la même mentalité, à ce que les joueurs soient peut-être pas autant dans la volonté de prouver au monde entier qu'ils pouvaient y arriver par eux-mêmes. Mais pour être honnête, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué dès le début. Mmh. Et au-delà de ce point-là que tu es en train d'évoquer, est-ce que tu arrives à trouver des explications, autres, rationnelles? On a le départ de Tony Kroos et de son, non-remplacement, c'est ce qui fait peut-être le plus de mal à Carlo Ancelotti, tu penses? Oui, pour moi, c'est ça, parce que Tony Kroos, il définissait ta façon de jouer, en bien comme en mal, on pourrait dire, parce que certains en avaient peut-être un peu marre, mais il définissait ta façon de jouer, et surtout, c'était un joueur qui avait une qualité incroyable, qui était celle de pouvoir battre des lignes par la passe, gagner du terrain par la passe, dans un Real Madrid qui s'est un peu appauvri dans ce secteur ces dernières années. Souvenez-vous du Real absolument impressable de Zidane, parce qu'en défense centrale, il y avait Sergio Ramos, il y avait Rafael Varane qui avait un bon pied, il y avait Marcelo qui était un peu aléatoire, mais exceptionnel sous pression. Il y avait Luka Modric. Et ce Real-là s'est un petit peu appauvri dans ce secteur ces dernières années. Et l'avant-dernier clou dans le cercueil, quelque part, c'était la blessure de David Alaba. Aussi très, très bon balle au pied sous pression. Alaba est blessé. Il y a plus Toni Kroos et ce Real Madrid-là, tu te demandes un peu comment il va faire pour ressortir le ballon sur les premiers mètres et pour réellement dominer avec le ballon et être ordonné avec le ballon. Et là, ce qu'on voit souvent, en l'absence de Toni Kroos, c'est une absence de circuit de passe. Je me souviens par exemple d'un match qui est celui contre Valladolid de Bernabeu, ça doit être le deuxième ou troisième match de cette Liga. Arda Güler, il est titulaire sur son côté droit et tu te dis, mais attends, à qui il est censé passer le ballon? Il n'y a pas de structure dans l'équipe, il n'y a pas de rythme, on ne sait pas très bien qui contrôle les débats. Et l'absence de Toni Kroos, eh ben, elle a ça comme influence, comme incidence concrète. Et puis, je pense aussi que ça a laissé un trou dans le vestiaire. Fede Valverde, il a step up quelque part, c'est lui l'un des capitaines sans brassard, mais l'absence de Toni Kroos dans des moments compliqués, je pense que ça aide pas parce que tu perds ce calme tranquille, mais ce joueur qui était un leader et qui n'avait pas toujours besoin d'être très vociférant pour montrer l'exemple. OK. On peut dire aussi que l'effectif globalement du Real Madrid s'est affaibli par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'on a Mbappé qui arrive, on a Endrick qui arrive, mais on a dit on perd Toni Kroos, on perd Nacho, on perd Joselu, 3 joueurs, un par ligne, 3 joueurs qui ont eu leur importance l'année passée et surtout qui étaient des profils bien spécifiques. Mmh. Bah, on perd des joueurs qui étaient des joueurs de complément absolument incroyables et ce Real-là a peu de marge parce qu'il n'a pas ces joueurs de complément. Un joueur comme Joselu, combien de fois cette saison il aurait été utile parce qu'on a très peu de joueurs capables d'attaquer la surface côté Real et dans les dernières minutes, ça aurait été hyper utile. La saison passée, il a été décisif dans ce registre-là. Un joueur comme Nacho aussi, quand il y a des joueurs en défense qui sont hors de forme, qui sont blessés, Nacho, il a toujours été ce joker de luxe qui se plaignait jamais ou quasi jamais.
Et on pouvait compter sur lui. Et le Real n'a plus ces petites variables d'ajustement qui permettent de faire la différence. Des joueurs aussi qui, au sein d'un vestiaire, font groupe. On sait que Joselu, dans un vestiaire, c'était une bénédiction quelque part, parce qu'il était déjà bien intégré d'office, parce qu'il connaissait la maison. Ces joueurs-là, qui sont des joueurs d'appoint, mais qui peuvent faire toute la différence dans un effectif, le Real les a plus. Ces joueurs-là qui connaissent bien la maison, le Real les a plus. Et ces joueurs-là qui permettent d'envisager d'autres moments du match d'une autre façon, le Real les a plus non plus. Et c'est facile de jeter la pierre à la direction. Il y a quelque chose qui s'est raté du côté du mercato. Mais c'est vrai que si tu te mets dans leur optique où on va recruter seulement des joueurs qui ont le niveau Real, entre guillemets, bon, bah, tu peux comprendre qu'ils ne vont pas recruter Laporte parce que Laporte, c'est une solution à très court terme et le Real veut éviter. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'investissement à très, très court terme comme ça. Ça fait longtemps que tu n'as plus tout d'un coup un Adebayor qui débarque comme la saison 2011-2012. Le Real veut plus trop miser sur ce genre de profil-là. Lenny Euro, par exemple, aura filé sous le nez. Bon, bah, on n'investira pas. C'est un choix. Ça a amené beaucoup de bien pour le Real ces dernières années. C'est une façon très, très froide de planifier leur effectif. Là, peut-être qu'on a un petit peu trop tiré sur la corde. Peut-être qu'on a été un petit peu trop restrictif. Est-ce que tu t'attendais à ce changement de système au début de saison? Le retour du 4-3-3, c'est selon, alors que l'an dernier, ton système est gagnant. C'était une belle trouvaille d'ailleurs de Carlo Ancelotti en l'occurrence. Ce que je m'y attendais pas forcément. Moi, je pensais que Rodrigo, par exemple, serait sur le banc et qu'on continuera avec le même système. Non, je ne m'attendais pas forcément. Je pensais que ça aurait du sens de continuer avec ce 4-4-2, justement pour pas trancher entre Vinicius et Mbappé sur qui faire jouer à gauche, d'avoir ce mélange des profils qui avait très bien joué entre Rodrigo et Vinicius l'année passée, et qui pouvait faire très mal à l'adversaire. City, par exemple, tout d'un coup, qui s'était retrouvé avec personne de fixe et qui devait chaque fois compenser, chaque fois s'adapter. Je pensais que c'était viable, je pensais que c'était réplicable. C'est vrai que quand Ancelotti part sur un 4-3-3, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ça peut avoir du sens. Tout le monde dit que allez, Bellingham, on pourrait lui faire confiance au milieu de terrain, il a la capacité à jouer là, il a les galons quelque part sur sa veste de général pour jouer là, tentons. Et au final, ça n'a pas forcément marché, ça n'a même pas marché du tout, trop compliqué. Est-ce que tu comprends quelque chose au positionnement de Jude Bellingham? J'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver avec Jude Bellingham, c'est qu'il est tellement bon qu'Ancelotti se dit je peux l'utiliser n'importe où. Je peux même l'utiliser à droite dans un 4-4-2 lors d'un Classico. Et oui, il va faire le travail, mais Jude Bellingham, il n'est pas dans une position actuellement où il brille. Et c'est peut-être ça qui est en train de manquer au Real. Enfin, c'est ça qui est en train de manquer au Real, mais c'est cette facette de Bellingham qui marque des buts, qui attaque la surface, qui est décisive. C'était une vraie trouvaille la saison passée de le mettre à ce poste-là où il pouvait vraiment arriver, lancer proche de la surface et marquer des buts, faire la différence. Et cette saison, il est un peu dans un entre-deux au final, parce que si tu te dis je vais miser à fond sur lui au milieu de terrain pour créer du jeu, parce que le Real Madrid brille pas là-dedans, je pense que tu pourrais t'engager encore plus dans cette voie. Et si tu te dis je vais le déconnecter complètement du jeu pour l'installer proche de la surface et qu'il fasse comme la saison passée, là aussi, il faut y aller à fond. Là, on est dans un entre-deux où Bellingham, on parle de lui plus pour ses retours défensifs et le fait qu'il, tant bien que mal, permet de maintenir un semblant d'équilibre dans cette équipe que pour les choses pour lesquelles on l'a loué la saison passée, cette capacité à marquer des buts, à être décisif, à répéter les efforts mais en partant de très très haut. Franchement, je pense qu'on est dans une situation qui est la pire où personne n'est satisfait, y compris le joueur, de son utilisation. Il y a cette stat, je ne sais pas si tu as vu, mais sur la carte des joueurs, le positionnement moyen des joueurs, on a Bellingham qui était plus bas que Lucas Vazquez sur le Classico, stat assez folle quand même. J'insiste un peu sur Carlo, mais j'ai la sensation qu'il tâtonne énormément sur ce début de saison. Je commence même, moi, perso, à voir des signes précurseurs, je trouve, d'une fin de cycle, même si, attention, il peut toujours gagner la Ligue des Champions, on connaît les histoires, mais tu ressens aussi un peu comme ça la fin de cycle là, qui arrive? Je suis pas sûr, non, je pense pas que je dirais ça dans le sens où Carlo Ancelotti, ça a toujours été un entraîneur qui a navigué entre l'abîme et le génie. Et c'est pour ça que quand on parle de lui, on peut soit parler du fait qu'il a remporté une quantité folle de Ligue des Champions, soit du fait qu'il a sous-performé historiquement en championnat. Et puis lui, il a toujours un peu navigué sur cette ligne de crête-là, où tout d'un coup, il trouve une petite solution tactique et
l'équipe a un nouveau visage. Moi, j'ai cru que ça allait venir, par exemple, quand il avait inversé les positions de Militao et de Rudiger pour avoir différents angles de passe à la relance. Et je me suis dit, ça, c'est typiquement un mouvement Carlo Ancelotti. Petite décision qui peut avoir de grosses conséquences. Et à mon sens, on n'est encore pas à l'abri à ce stade de la saison qui puisse trouver la clé. Ce qui est sûr, c'est que c'est un assez mauvais entraîneur à avoir sur ton banc en temps de crise. Parce que comme c'est pas un entraîneur qui va faire de gros changements, il peut se passer beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il trouve le petit détail qui fasse pencher la balance. Et tant qu'il ne l'a pas trouvé, on va voir la même chose. On va voir un Real qui ne va pas s'améliorer avec ballon, qui ne va pas s'améliorer sans ballon, qui exploitera pas ses meilleurs joueurs. Alors encore une fois, c'est très frustrant parce que quelque part, tu es peut-être à ça d'un coup de génie de sa part ou d'un coup tout court de sa part qui va faire que l'équipe va se remettre sur les rails, mais il se peut que ce coup n'arrive jamais. Et Ancelotti, même quand il gagne la Ligue des Champions avec le Real ces 2 dernières saisons, il faut être très conscient du fait qu'il aurait pu très bien ne pas la gagner. Parce que la saison passée, tu peux très bien ne pas passer contre City, tu peux très bien ne pas passer contre City en 2022 au Bernabeu, tu peux très bien, ne pas passer contre Chelsea au retour au Bernabeu. Bref, Ancelotti, c'est un peu un entraîneur d'extrême quelque part. Tu parlais de micro-ajustements. Il y en a un qui l'a fait, c'était face à Villarreal, où on avait vu un double pivot, Eduardo Camavinga avec Fede Valverde. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, le match du Real avait été convaincant. On avait même bien tenu cette équipe de Villarreal qui était, jusqu'à ce match, la deuxième meilleure équipe de Liga, meilleure attaque du championnat. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas revu ça en place. Tu trouves pas pourtant que c'est une piste intéressante à creuser? Franchement, à ce stade-là, je dirais qu'il y a tout qui se tente. Il y a tout qui se tente parce que qu'est-ce que tu en sais peut-être? Tu trouves la formule, tu la développes sur 2 matchs et ça fonctionne. Moi, je préfère les entraîneurs qui tentent des choses quitte à ce que ça ne marche pas plutôt que de faire preuve d'immobilisme. Et Ancelotti est un peu dans cette deuxième catégorie-là, malheureusement. De prime abord, je ne suis pas un très grand fan de cette formule dans le sens où Valverde, ça le bride. Valverde, c'est le meilleur joueur du Real depuis le début de saison. Et il y a une chose qui est sous-exploitée dans son jeu, c'est sa frappe, c'est sa capacité à apparaître dans les derniers mètres. Et ce double pivot avec Camavinga lui permet pas de faire ça. D'accord. Une fois que tu as dit ça, je reviens à ce que j'évoquais précédemment, il faut tenter, et je suis ouvert quelque part à toutes les explorations, à tous les débuts de pistes possibles. Ce ne serait pas la première fois que Ancelotti tente quelque chose ou qu'un entraîneur tente quelque chose. Sur le papier, c'est un peu bizarre, un peu peu solide, et puis au final, c'est excellent. La saison passée, quand il replace Bellingham à gauche dans ce 4-4-2, tu te dis, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Au final, ça avait tout le sens du monde. Alors, c'est comme quand il sort les 3 centraux face au Celta. Sur place, sur le papier, je n'étais pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Bon, mais c'est pas grave, il faut tenter. Et puis, je préfère un entraîneur qui secoue un peu le cocotier, quand ils disent, comme ils disent en Espagne, plutôt qu'un entraîneur qui, à chaque fois, ressort les mêmes recettes. Elias, est-ce que tu es déçu de Kylian Mbappé? Oui, mais plus dans l'attitude et dans certains compartiments de son jeu que sur le rendement global. Franchement, ça peut arriver que d'être moins bon dans le jeu. Il ne faut pas oublier non plus que Kylian Mbappé, c'est comme si on ne l'avait pas tant vu jouer que ça ces dernières années. Je m'explique. Il se passe toujours un truc absolument fascinant quand un nouvel entraîneur arrive dans un championnat ou quand un nouveau joueur arrive dans un championnat. C'est que les attentes du public qui va le recevoir, elles sont pas toujours adaptées à la réalité de ce joueur. Imagine si les journalistes espagnols, ils étaient allés s'entretenir avec les journalistes français sur vraiment quel type de joueur Kylian Mbappé est en 2024. Les journalistes français, ils auraient parlé du fait qu'il fait plus tant les appels que ça, qu'il a perdu en qualité de dribble, qu'il y a eu pas mal de problèmes extrasportifs qu'on déteint sur sa performance. Sauf que c'est comme si on avait fait table rase de tout ça et qu'on avait pris le Kylian Mbappé qui correspond plus à l'idée qu'on se fait de Kylian Mbappé, grand joueur, joueur qui a été incroyable dans les Coupes du Monde, plutôt qu'à la réalité récente de ce joueur-là. À ce titre-là, je suis prêt à lui laisser un peu de temps dans le sens où les problèmes extrasportifs n'ont pas été gommés, il y a l'adaptation dans un nouveau club, nouvel environnement. Mais là où j'ai plus de peine, c'est sur des choses très basiques du foot, comme au lieu de faire l'appel dans la surface quand Vinicius déborde, il la demande toujours en retrait. Ça, c'est frustrant parce que c'est l'une des choses de base du foot. Comme le fait qu'il a un geste qui réussit assez peu, qui est assez peu précis, c'est son contrôle de l'extérieur du pied en pleine course pour remettre le ballon un peu au sol et contrôler le ballon, qui rate assez souvent. Et tu sais, des petites choses comme ça où tu te dis,
mais quand même, l'exigence du joueur, l'amour-propre du joueur, le fait que c'est un grand joueur, c'est un grand champion, pourquoi est-ce qu'il ne se remet pas en question là-dedans? Pourquoi est-ce qu'au Classico, en cours de match, il n'adapte pas ses appels, alors que c'est l'une des choses dans lesquelles il peut améliorer son jeu? Tu vois, il fait toujours des appels, boum, tout droit, au lieu d'un peu longer la ligne, de gagner du temps. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? À ce niveau-là, ouais, je suis un peu déçu de Kylian Mbappé. Et pour le reste, on est encore qu'en octobre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, mais on est encore qu'en octobre et c'est peut-être pas à ce moment-là de la saison que je serai le plus exigeant avec lui. Même si c'est très facile de... Enfin, il a un statut, hein, ça je suis totalement d'accord, mais bon voilà, moi je suis toujours de l'école de ceux qui disent que le joueur de foot c'est des humains, qu'il peut y avoir des moments dans la saison où t'es pas bon et qu'on va pas se lâcher sur eux avec tout le manque de vergogne possible juste parce qu'ils sont pas bons, juste parce qu'ils nous énervent. Il faut prendre en compte plus de choses, je dirais. Clairement, hein, sur les 2-3 dernières années, ça n'a pas beaucoup bossé au-delà des histoires extra sportives. Tu penses que Mbappé va réussir à, au-delà de surmonter, enfin oui, surmonter la pente, parce que c'est vrai que, est-ce que tu le vois réussir plutôt à s'adapter en tant que numéro 9 dans le rôle où il évolue plutôt Real Madrid globalement actuellement, dans ce 4-3-3, même si on sait que ça repasse un peu sur du 4-4-2 sur les derniers matchs? Parce que c'est vrai qu'on, comme tu dis, on sent qu'il lui manque beaucoup de choses dans sa palette, les premières touches de balle, il n'a pas de jeu de tête, ses appels sont pas bons. C'est une bonne question. Je suis pas sûr. En fait, plus les matchs passent, plus je me dis, et si on tentait juste autre chose et on mettait Vinicius en neuf? Vinicius, la saison passée, ou même cette saison, tu sais, quand il rentre à l'intérieur, sans partir du côté, hein, mais même quand il arrive à rentrer à l'intérieur sur quelques mètres, la finition est au rendez-vous, il arrive à se positionner, il arrive à avoir le petit geste pour s'enlever son défenseur du chemin et conclure. Vinicius, maintenant, c'est un joueur qui est devenu tellement fort qu'il arrive à vivre à l'intérieur du jeu, à vivre dans cette densité au milieu de ses forêts de jambes. Mbappé, est-ce qu'il arrive à le faire mieux que Vinicius? Je suis pas sûr. Est-ce que ça vaudrait la peine de remettre Mbappé à gauche pour lui donner un peu plus de temps, pour lui permettre de rentrer comme il sait le faire, pour lui permettre de lui donner davantage de situations où soit il fait sa finition préférée au premier poteau, soit il ouvre le pied et la met au second poteau parce qu'il sait aussi bien le faire. Est-ce que ce serait pas rendre un service à Mbappé que de le mettre sur le côté? Actuellement, j'aurais plutôt tendance à penser que oui. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas d'urgence à ce qu'Mbappé soit un numéro 9. Vinicius peut se mouvoir dans ces eaux-là. Rodrigo, sur d'autres matchs, est aussi capable de vivre dans ces zones du terrain. Et il n'y a pas d'urgence à s'entêter avec Mbappé dans cette filière de jeu-là. Les journalistes espagnols, enfin moi j'écoute toujours les matchs à la radio espagnole avec l'image et le son de la radio, et eux ça fait longtemps qu'ils défendent cette solution. Moi au début je n'étais pas fan, je disais non mais Mbappé vous l'avez pas vu au PSG, c'était un 9, en équipe de France c'était un 9 aussi. Oui mais le contexte n'était pas le même, il avait plus de liberté, il pouvait un peu plus partir du côté. Et c'est vrai que dès que tu lui enlèves ça, tu sens qu'il n'est pas hyper à l'aise. Et une chose qui me rend fou, mais complètement fou, c'est quand sur les sorties de balles du Real, il vient au milieu du terrain pour toucher le ballon un peu. Et en fait, là, tu sens que c'est pas un 9 parce qu'il veut toujours faire la même chose, qui est un truc délié, contrôle orienté et attaquer le ballon, attaquer la profondeur balle au pied. Et il le fait pas hyper bien, c'est pas souvent ce que l'action demande. Et quand tu compares ce que font d'autres neufs, ce que fait un Lewandowski, ce que faisait un Benzema par le passé, ce que fait un Harry Kane, eux, ils n'ont pas besoin de faire ça parce que comme c'est des vrais neufs et ils sont bons dans le jeu, ils savent direct qui trouver comme coéquipier, remettre en une touche, ouvrir sur le côté, etc. Mbappé, là, tu sens que même dans cette filière de jeu-là, c'est pas un vrai neuf quand il faut revenir sur le terrain, toucher des ballons plus bas. Non, mais ça peut être une idée. Parce que c'est vrai que, bon, je pense que ce qu'on va te répondre, c'est ouais, mais Vinicius, c'est ton meilleur joueur, tu vas pas sacrifier lui, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'année dernière, déjà, quand Carlo Ancelotti est passé sur son 4-4-2, où il a plus axé Vinicius, tout le monde disait aussi que ben, c'était une folie que de délaisser le côté gauche à Vinicius. Et au final, il s'est très bien accommodé à ce poste-là. Donc, pourquoi pas? Ça peut être, C'est un calcul coût-bénéfice, tu vois. Peut-être que Vinicius, tu le fais passer d'une note de 10 à chaque match à une note de 8, et en contrepartie, Mbappé, tu le fais passer d'une note de 2 à une note de 6, tu vois. Peut-être tu y gagnes, je sais pas. C'est encore une fois le parti pris qui est de dire, allez, il faudrait tenter des choses à ce stade de la saison et à ce stade du marasme dans lequel est le Real dans le jeu. Il faut peut-être tenter des choses sans un calcul coût-bénéfice. Bon, de toute façon, Vinicius, il est devenu tellement fort que je pense que à tous les postes, il fera ses matchs. Est-ce que tu as d'autres déceptions, entre guillemets, sur ce début de saison côté Real? C'est une bonne question. Ben, pas plus que ça, dans le sens où, tu sais, Toni Kroos, il part, ça change tellement de choses.
il y a tout à reconstruire quelque part. Et oui, alors, tu aurais voulu voir, je sais pas, un Tchouaméni à un meilleur niveau, mais on a évoqué son cas avant. Tu aimerais voir un Kamavinga dominant, mais il était blessé au début de saison. Donc, j'ai pas de déception très précise à propos de certains joueurs. C'est tout le monde qui est pas vraiment au top. J'ai plus des préoccupations, je dirais. J'ai une préoccupation sur le fait qu'on pose le latéral gauche, là, ça commence à être compliqué. Fran Garcia a eu pas mal de minutes au début de saison, c'était peut-être un petit peu meilleur et encore que la saison passée, puis on l'a plus vu, puis maintenant c'est Mendy qui est dans le dur. Donc j'ai pas mal de préoccupations plutôt que des déceptions. Une chose qui m'interroge quand même, c'est l'implication des joueurs. Tu vois la deuxième mi-temps contre Dortmund, c'est pas du tout la même implication que la première. Tu vois l'implication de l'équipe en général sur certains matchs qui diffèrent pas mal de celles d'autres matchs de Liga. Et on l'a dit au tout début, si le Real veut arriver à faire quelque chose, veut arriver à pallier ce déséquilibre un peu structurel qu'il a de base à cause des différents profils qu'il a, s'il veut pallier les absences qu'il a, il faudra qu'il ait la même implication, la même mentalité que la saison dernière. Et ça, franchement, ça m'interroge plus quand tu le vois pas aujourd'hui sur le terrain. Parce que là, il y a vraiment des points qui se perdent facilement. C'est vrai que moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est ce que j'évoque sur mes dernières vidéos, c'est que là, on arrive début novembre et c'est vrai que j'ai vu aucune progression entre août et aujourd'hui, que ce soit collectivement et même justement au niveau des individualités, à part Vinicius peut-être, enfin oui, qui quand même, on sent monte en puissance là depuis quelques matchs et qui a vraiment été à un niveau d'excellence face à Dortmund sur la deuxième période. Bon, Classico moins bien, mais quand même, on sent sur les derniers matchs qu'il monte un peu en puissance. Mais c'est vrai que même au niveau des individualités, on n'a aucun joueur véritablement qui on sent une grosse progression, pardon, quoi. On a Rodrigo qui est plutôt régulier sur ce début de saison, mais qui est pas non plus exceptionnel. On a Mbappé, ça a du mal à décoller. Au milieu de terrain, c'est pareil, c'est pas flamboyant, hormis Valverde qui, lui, est à un niveau d'excellence globalement depuis le début de saison. Défensivement, c'est compliqué. C'est ça la grosse inquiétude, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est que tu vois des joueurs tout d'un coup qui ont une perte de niveau entre une saison et l'autre qui est vraiment assez affolante. Les marquages des deux centraux lors du Classico, par exemple, c'est un peu lunaire, tu vois, comme Lewandowski arrive à s'infiltrer entre eux, à se placer entre eux. Les erreurs de base vraiment qui sont commises, qui sont très problématiques. Et ma déception, ouais, voilà, elle se situe plus à ce niveau-là où c'est possible que d'une année à l'autre, tu sois moins bon dans le jeu, mais les choses de base, tu sais, quand tu vois des joueurs de cette trempe-là qui réussissent pas des choses de base, ça pose question et moi, ça me frustre terriblement parce que tu comprends pas, tu vois. Tu comprends pas comment certains fondamentaux, ils sont pas maîtrisés, tu comprends pas comment Rudiger, meilleur défenseur central du monde la saison passée, tout d'un coup, il a des passes de moins bien où il déconnecte un peu son cerveau sur certains matchs. Et ça, c'est une chose qui me frustre terriblement parce que c'est incompréhensible vraiment. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'attitude, on parlait des changements, des passes que tu peux avoir dans une saison aussi. Peut-être que le Real Madrid ne retrouvera jamais ce mauvais niveau dans une saison. Peut-être que dans quelques matchs, ce sera oublié et qu'ils se lanceront vraiment. Je ne sais pas, mais en attendant, mon point de frustration et de déception, il est vraiment global, quoi. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a le banc, il apporte rien. Et il apporte rien parce qu'Ancelotti ne lui permet pas d'apporter grand-chose aussi. Je sais pas comment toi, tu te situes avec Arda, avec Hendrik, ou j'allais dire avec Ceballos. Non, Ceballos, on va peut-être l'enlever de l'équation. mais avec ces deux joueurs-là, mais je sais pas ce que tu en penses, mais c'est dur quoi, de ne pas avoir le temps de jeu. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu vois des satisfactions, quand même sur ce début de saison? Et j'allais te dire, il y a le petit Henrik quand même qui, mine de rien, a frappé fort sur ses premières apparitions vraiment, bluffantes. Voilà, un gars qui réfléchit pas, qui, frappe dans toutes les positions, qui vraiment apporté, de la folie un peu à cette attaque du Real Madrid et ça a fait du bien. Arda, c'est pareil, on l'a vu impliqué quand même sur le début de saison, on a vu des bonnes choses. Et c'est vrai que malheureusement, assez souvent comme avec Carlo Ancelotti, c'est que dès qu'on a une adversité en fait qui monte un petit peu, on passe un peu au niveau supérieur, ce qui est arrivé sur les derniers matchs, hein, puisque depuis l'avant-trêve, on a joué Villarreal, après on a joué l'Atlético, après on a joué Dortmund, là on a joué Classico, donc des matchs sur le papier supérieur. Tout de suite, on sent que il resserre son coaching et tu joues plus qu'à 12, 13, 14 max. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve assez choquant, c'est que dès le départ, tu te souviens le match contre Las Palmas, où Brahim sort à la mi-temps, il est titulaire et il sort à la mi-temps. Ça se passe pas très bien sur le terrain, mais est-ce que c'était nécessaire de sortir le joueur à la mi-temps?
Et ces joueurs ont en fait aucun droit à l'erreur quelque part. Ils ont très peu de minutes. Et s'ils brillent durant ces minutes-là, ils auront le match suivant des minutes à nouveau, mais très peu. Et dès que ça se passe pas bien, là, Ancelotti, bam, il prend des choix drastiques. On le sait, c'est un entraîneur de statut, c'est un entraîneur qui valorise le statu quo, qui murmure à l'oreille des stars, comme il dit, voilà, il gère mieux les grands joueurs que les petits jeunes qui émergent et qu'on lit dans l'ombre, d'accord. Mais dans des moments de crise, c'est le moment de lancer justement ces joueurs qui peuvent apporter quelque chose de différent. Mais vraiment, en plus, c'est un peu le b.a.-ba du football. Tu vois, le FC Barcelone, par exemple, tout le monde parle du nombre de jeunes qui sont en train de lancer. Oui, mais ils lancent beaucoup de jeunes parce que la situation parfois elle est tellement mauvaise qu'ils n'ont plus rien à perdre quelque part. Tu vois. Et dans les moments de crise, c'est là que tu peux tenter des choses différentes, voir ces joueurs qui ont du caractère, voir ces jeunes joueurs. C'est comme ça que ça se passe souvent. Et ce manque de confiance et de courage et de prise de risque, il coûte des points au Real, vraiment. Il coûte des points au Real quand tu es au Metropolitano et que tu gagnes 1-0 et qu'au lieu de faire des changements qui pourraient te donner quelque chose de plus, tu changes rien du tout et tu passes la fin de ton match acculé. Manque de prise de risque aussi dans les changements lors du Classico. Et tu vois, à Dortmund, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Contre Dortmund, il n'y a pas eu beaucoup de changements. L'équipe gagne et c'est comme si ça légitimait en fait le fait que Ancelotti n'a pas besoin de toucher grand chose à son 11 de départ, tu vois. Mais l'histoire récente du Real qui gagne la Ligue des Champions, c'est notamment tu vois, un Benzema qui sort, un Toni Kroos qui sort, et puis tu as des joueurs qui rentrent sur le terrain et qui, comme ils font partie du groupe, ils font partie des 16-17 qui jouent, ils arrivent à tenir la baraque parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont de la qualité. Et puis cette saison, on ne le voit pas, et puis c'est assez frustrant. Et à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, on le lit dans la presse espagnole, les dirigeants sont pas hyper contents du traitement réservé à Arda Güler, par exemple, ou à d'autres jeunes joueurs comme ça qui mériteraient plus de temps de jeu et qui l'ont pas. D'autant plus qu'il pour le coup, tu vois, tu faisais la comparaison avec les jeunes du Barça, mais c'est vrai que le Barça parfois lance vraiment des gamins qui ont entre guillemets «rien prouvé», alors que là on parle de Arda Güler qui sur la fin de saison passée a été hors norme. Même là sur la dernière trêve internationale avec la Turquie, il a été très bon. Hendrick, c'est pareil, à chaque fois qu'il a eu 5-10 minutes, vraiment il a été impactant et à chaque fois il a réussi à se créer 1, 2, 3 occasions et à chaque fois il a réussi à faire quelque chose des ballons qu'il a eu. Enfin, à chaque fois il a réussi à créer quelque chose. Brahim Diaz, n'en parlons pas, bon lui c'est devenu le super sub, mais si on se souvient même l'année dernière, combien de temps il a fallu attendre pour voir Brahim Diaz sur les terrains. Début de saison il était complètement boycotté, il a fallu attendre une succession de blessures et même malgré ça, parce qu'à un moment donné, Brahim Diaz était bien plus performant que Rodrigo, par exemple. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais senti que la hiérarchie pouvait tourner, pouvait être bousculée. C'est comme ça. Et on parlait avant, au début de ces joueurs qui sont plus là, les Joselu, les Nacho, qui acceptaient ce rôle de remplaçant. Ils pouvaient l'accepter aussi au vu d'une certaine trajectoire de carrière. Ils étaient plutôt vers la fin de leur carrière. Ils avaient pas qu'ils avaient plus grand chose à prouver, parce que évidemment en tant que joueur tu veux toujours être considéré, c'est pour ça que Nacho part à la fin, mais c'est pas la même chose d'avoir déjà une carrière derrière toi et ce rôle de super sub que tu assumes que d'avoir 20 ans, toute l'Europe qui à chaque fois qu'il te voit jouer te trouve trop fort, ou le monde qui te voit jouer qui te trouve trop fort, et de pas avoir les minutes. Dans la gestion de vestiaire, c'est pas la même chose, et franchement je serais vraiment curieux de savoir si ça peut tenir à long terme et si ces joueurs aussi vont réussir à toujours être mobilisés, tu vois, parce que quand tu as l'expérience, tu peux comprendre que tu joues pas pendant 5 matchs et que tout d'un coup, tu as 50 minutes et que c'est time to shine. Mais quand tu es jeune, tu peux te démobiliser, tu vois, c'est injuste le traitement. À l'entraînement, je pense que les joueurs, ils doivent être bons parce qu'ils ont des qualités. Et il faut vraiment beaucoup de caractère et beaucoup de recul pour continuer à avoir la même disposition et à pas s'énerver quand tu joues pas. Franchement, tu peux plonger, ton niveau il peut plonger parce que pour le moment, tu es là, bon, à quoi bon, quoi. Non, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il y a un risque qu'à un moment donné, Carlo Ancelotti, pas perdre son vestiaire, je n'irai pas jusque-là, mais puisse perdre quelques éléments comme du Arda. On sait qu'en plus, c'est un petit gamin qui a beaucoup de caractère, de personnalité et qui aura pas une patience indéfinie. Et de la même manière, ça me fait penser, mais quand tu parles un peu de vestiaire, tout ça, quand on voit un Jude Bellingham qui, sur le terrain, fait 20 000 km, laisse à chaque fois ses 2 poumons sur le terrain littéralement et qu'à côté, c'est vrai qu'on a notamment Mbappé qui, dans l'effort, n'est pas très exemplaire. Tu as pas peur aussi par rapport à ça qu'à un moment donné, ça coince? Ouais, complètement.
Mais je dis texto, oui, parce que un joueur qui défend pas, s'il marque, personne ne dit rien. S'il marque pas, s'il est pas bon dans le jeu et qu'il défend pas, ben là, ça commence à devenir problématique. Et en plus, c'est pas comme si Mbappé se tuait à faire une quantité folle d'appels par match. C'est un peu, au début de la saison, on remarquait qu'il faisait beaucoup d'appels dans le vide et que le ballon lui parvenait pas. Sur le dernier match, tu peux pas forcément dire ça. Donc oui, franchement, tu peux avoir une espèce de schisme qui se crée où tout d'un coup, les joueurs qui taffent pour les autres commencent à en avoir un peu marre. Et c'est assez marrant parce que ces derniers temps, à d'autres occasions, j'ai pu voir des vieux matchs du Real de 2011, 2012, 2013. Et tu vois un Cristiano Ronaldo, par exemple, qui défend pas, c'est vrai, sur lequel on fait une quantité de fautes par match qui est vraiment très importante. Tout le public des stades espagnols était contre lui. Et tu sais, c'est un joueur qui, dans l'attitude, est jamais problématique. Tu vois, on fait des fautes sur lui, il se relève. Franchement, l'attitude d'un leader, tu vois. Et si ça se passe pas pour Mbappé ou pour ces joueurs-là, t'attends au moins qu'ils aient l'attitude correcte, tu vois. Et ça va être une chose à surveiller. Est-ce que tout d'un coup, tu vois, t'as un Mbappé qui est un peu bougon, qui a une mauvaise humeur parce que ça se passe pas bien sur le terrain, et puis ça peut vite donner une mauvaise influence dans le vestiaire. Est-ce que ce sera la même chose pour Bellingham? C'est aussi à ça que tu testes le caractère des joueurs et que le côté très sain d'un vestiaire, il peut perdurer. On a toujours parlé du côté hyper sain du vestiaire du Real ces dernières années. Ça a l'air encore d'être le cas cette année, honnêtement, mais c'est des choses qui se gagnent au quotidien, tu vois, avec des attitudes, avec le fait, allez, on remet l'ouvrage sur le métier, on se plaint pas même quand c'est compliqué. Il y a beaucoup de côté où on va voir ces joueurs, ce qu'ils vont sortir et comment ils vont tenir ces chocs et comment ils vont gérer les frustrations surtout. Autant pour ceux qui jouent pas, autant pour ceux qui jouent et pour lesquels ça se passe pas bien, autant pour ceux qui jouent et pour lesquels il peut y avoir des sources de frustration parce que ceux de devant, ils remplissent pas le mandat. Ok. Pour finir, est-ce que tu arrives à être optimiste quand même malgré tout là pour ces prochaines semaines de compétition du Real? Je dis semaine parce que c'est évidemment très dur de se projeter sur la deuxième partie de saison quand on parle du Real Madrid. C'est vrai que bon, il y a un peu cette histoire de Ballon d'Or avec Vinicius, cette histoire de boycott. Est-ce qu'on peut avoir un Vinicius en mode guerrier qui emmène un peu tout le monde derrière lui? Parce que c'est vrai que là, on a 6 points de retard sur le Barça au moment où on se parle. Attention, il y a danger quand même. Je pense que Vinicius, il sera au niveau. Franchement, c'est un joueur qui a un caractère incroyable, qui a une résilience hyper impressionnante. Bah, on les a fait ensemble, hein, les débriefs de la saison 2020-2021 où Vinicius, c'était lunaire ce qu'il nous proposait. Ouais. Puis il est revenu de là, et il est revenu des moqueries, il est revenu de situations plus difficiles que de ne pas gagner un ballon d'or, je pense. Même si peut-être l'impact psychologique est plus grand, je ne sais pas dans sa tête. Mais comme ça, de prime abord, je te dirais qu'il en a vu d'autres. Et lui, je me fais vraiment pas trop de soucis. À ce niveau-là, c'est un joueur qui, même quand les choses vont pas hyper bien, même quand il fait pas des très bons matchs, chaque match, il y a 2-3 moments où il montre qu'il est trop fort. Et oui, alors peut-être que l'équipe va se souder derrière ça. Là où je serais pas encore catastrophiste à ce point, c'est que, comme je te disais, un petit changement, une petite trouvaille d'Ancelotti, ça peut faire la différence. On sait que les grandes équipes, elles fonctionnent vraiment sur des dynamiques. Il suffit qu'il y ait 2-3 bons matchs et que tu trouves la clé et hop là, il y a toute l'équipe qui se raccroche au wagon. De la même façon, les grands clubs, généralement, ils gèrent pas très bien les moments où ça se passe mal parce que les joueurs sont pas habitués à perdre. Et l'entourage est tellement pas toxique, mais il y a tellement de pression, il y a tellement tout le monde qui parle que tout peut vite prendre de très grosses proportions. Donc, je ne serais pas catastrophiste à ce stade-là de la saison. Les équipes, elles ont des états de forme fluctuants. Il faut, un moment de la saison où ça ne se passe pas bien, ça arrive à toutes les équipes, ça arrivera aussi au Barça de cette année, ça arrive à City qui a gagné le triplé il y a 2 ans, par exemple. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Et la situation, voilà, elle ne doit pas s'empirer, c'est ça. C'est que c'est pas un très bon début de saison, mais en Ligue des Champions, tu es dans la course, t'es pas largué non plus en Liga, t'es pas l'Atlético qui a 10 points du Barça, par exemple, après avoir fait le meilleur mercato de son histoire, par exemple. Donc, t'es pas dans une situation de rouge, tu vas dire. Mais voilà, on commence à arriver vers l'orange, il faut pas que ça s'empire. À partir de là, je pense que le Real n'aura pas ce niveau-là toute cette saison parce qu'une équipe, elle est fluctuante et parce que tout d'un coup, tu vois, imagine, il y a un joueur qui se blesse et puis il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place et ça se passe mieux. Ça peut arriver aussi. Brahim Diaz. D'un coup, bah ouais, c'est ça, un Brahim Diaz qui a plus de temps de jeu ou je sais pas, un changement au milieu de terrain où ça donne l'opportunité à un autre joueur d'évoluer dans un autre rôle. La saison, elle est vraiment longue et moi, je crois pas au fait que les grandes équipes, elles n'arrivent pas en cours de saison à chaque fois à au moins améliorer leur niveau. C'est possible qu'à la fin, tu n'atteignes jamais le niveau de la saison passée, d'accord, mais ce niveau-là toute la saison,
franchement, j'y crois pas trop. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à ces changements? Je sais pas, mais je pense que fatalement, il y aura des changements. C'est un peu le lot des grosses équipes. Évidemment, je pense aussi. Bon, merci Elias pour cette grande et bonne analyse. Dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette intervention de Elias. Est-il pardon, toujours aussi lucide dans ses analyses sur le Real Madrid? Merci beaucoup Elias. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Et puis on se dit à très vite sur Alfrance. Allez, ciao.